Bonsoir à tout le monde, à ceux qui regardent en direct, à ceux qui le verront plus tard sur YouTube. Nazca et Palpa. On peut s'intéresser à beaucoup d'aspects des mystères des glyphes de Nazca et Palpa. Les archéologues font des fouilles et s'intéressent aux excavations. Ils cherchent des traces d'édification, ils creusent dans les cimetières à la recherche des objets en céramique, des tissus et autres éléments. C'est à partir de ces restes qu'ils datent les éléments biologiques au carbone 14 et les céramiques par thermoluminescence. Ils cherchent alors à relier les géoglyphes à ces cultures, révélées par les excavations. Mais ils ne s'intéressent pas spécialement aux études aériennes et à la façon et aux moyens dont ces lignes ont été tracées. La façon dont ces dessins ont été imaginés, conçus et plaqués sur le désert rocailleux est un sujet qui nous amène rapidement à nous demander s'il y a des formes géométriques correspondant à des courbes mathématiques, algébriques, ou si ce sont des tracés aléatoires, c'est-à-dire liés au hasard, événements que l'on ne peut prévoir et dont le résultat est incertain. Nous commençons par chercher ces figures, les situer et les observer individuellement. La majorité des figures de Nazca se trouvent au nord du plateau, à côté de la vallée Ingenio. Les touristes peuvent les voir en avion au départ des aéroports de Nazca et de Pisco. J'ai eu le privilège de les survoler en 2018. Depuis, mon esprit curieux ne cesse de se poser des questions. Plus d'une centaine de dessins gravés à la surface de la pampa sont biomorphes ou zoomorphes, prenant la forme de végétaux stylisés et d'animaux, entre autres le singe, l'oiseau-mouche, le colibri, le condor, le renard, l'araignée, l'orque, l'héron et le pélican. Vous trouverez très peu d'informations sur l'étude de ces dessins, de leur forme, de leur signification et surtout des moyens utilisés pour les tracer, à part l'idée répandue que tout cela a été fait avec des bâtons et des cordes, outils pour le moins rudimentaires. Nous commençons près de la tour d'observation voulue et obtenue par Maria Reiche, la mathématicienne allemande qui a consacré sa vie à étudier et protéger les géoglyphes de Nazca. Sur l'écran, nous voyons deux des trois glyphes qui composent un ensemble à cet emplacement. Les glyphes dits de l'iguane et de l'arbre. C'est ainsi qu'on les nomme. De nos jours, il n'y a pas d'arbre sur le plateau de Nazca. En faisant des recherches, d'après les botanistes, il y a 1400 ans, les huarangos couvraient autrefois toute la région. C'est l'arbre que vous voyez en bas à droite. Depuis des siècles, la population locale les coupe. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques exemplaires dans le désert. On estime alors que la disparition de la population de Nazca est due à la surexploitation des arbres. Celle-ci a mené progressivement à la désertification de la région. À noter que le huarango puise son eau à 50 mètres de profondeur. Alors, cet arbre-là, tel qu'on nous le nomme, personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un arbre. J'ai fait mes recherches. Le glyphe que vous voyez à gauche ressemble beaucoup à l'oca, à droite, qui est une plante herbacée du genre des oxalis, de la famille des Oxalidaceae. Originaire des plateaux andins, elle est cultivée pour son tubercule comestible. Regardez bien la photo que j'ai mise à droite et le glyphe. Vous m'accorderez que la ressemblance est frappante. Donc pour moi, l'arbre est un tubercule. Voici la troisième figure qui n'était pas sur la diapo d'avant. Cette figure est nommée les mains. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mains avec d'un côté 4 doigts et de l'autre 5 doigts. Et c'est vrai qu'on marche sur les mains, enfin je voulais dire sur les pattes, ou pourrais-je dire que là on marche sur la tête. Plus sérieusement,
c'est probablement une interprétation fausse de la réalité. Je propose que ce ne sont pas des mains, c'est un tubercule, et vous avez le choix entre la patate douce, très plus étendue, regardez la forme des racines, qui ressemblent à des doigts, ou, encore mieux, la calebasse ou courge, dont il existe de nombreuses variétés au Pérou. Vous voyez la racine de cette courge, qui ressemble beaucoup à la main que vous avez vue tout à l'heure. On réalisait avec les calebasses séchées des tambours et des mates burilados. Dans les deux cas, de ce que je vous ai représenté, vous remarquerez que les racines ressemblent à des mains ou à des doigts. Les gourdes ciselées sont des fruits de courge ou de potiron décorés de façon artisanale avec une technique appelée burilado, instrument appelé buril, qui sont fabriqués au Pérou. Pourquoi je parle de ça? Le fruit séché devient un objet pouvant représenter un personnage, à droite. C'est peut-être pour cela, ou c'est cela qui a justifié sa représentation en un être dynamique en marche. Ici, un autre exemple est mon interprétation, où les mains ne sont que les feuilles de la pape ou pomme de terre. Juste à côté, à gauche, est représentée la fleur de la pape. Pour ceux qui ont de bons yeux, les deux figures à gauche, dans le rectangle marron, sont très peu visibles sur Google Earth. C'est pour ça que je reportais la retranscription sur la photo pour le voir réellement. On voit un oiseau qui pourrait être un pélican. Quant à la plante, que l'on voit mal directement sur Google, je l'ai dessiné à côté. Vous pouvez m'accorder que c'est encore un tubercule. Alors, comment interpréter tout ça? Pourquoi avoir fait des glyphes de plantes? Je vous donne mon interprétation. Nous avons vu dans une précédente conférence que les lignes de Nazca et de Palpa, les parallélogrammes, les trapèzes, les canaux, les unissants, sont un ensemble hydraulique entièrement connecté pour récupérer et amener les eaux de pluie ou de condensation vers les vallées où on cultivait les légumes, céréales et fruits comestibles nécessaires à la vie des populations locales il y a 2000 ans. Nous avons vu que sur les géoglyphes ou autour se déroulaient probablement des processions avec des offrandes aux dieux célestes pour qu'ils veuillent bien envoyer la pluie. Nous sommes donc dans un culte de la fertilité et il me semble logique et complémentaire de dessiner près des champs de récolte des eaux les légumes et fruits auxquels cette eau vitale est destinée. J'imagine donc ces processions et les prières et offrandes adressées aux dieux pour obtenir l'eau de pluie nécessaire à l'agriculture pour continuer son cycle annuel de plantation, croissance et cueillette. Ici un glyphe que certains nomment le champignon. Effectivement, en cherchant, on trouve des champignons qui ressemblent à ce glyphe. Les chamans utilisaient plusieurs plantes hallucinogènes et des champignons, c'est donc une possibilité. Donc pour l'instant, on est en train de passer en revue les principales figures qui sont sur le plateau de Nazca. On va laisser de côté les plantes et on va s'intéresser aux figures d'oiseaux. Une des plus connues, le colibri, aussi appelé oiseau-mouche, à cause de sa petite taille et de ses mouvements d'ailes rapides. Il ne vit que sur le continent américain, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. On en compte environ 340 espèces. Le dessin que vous voyez à gauche fait environ 100 mètres de long sur 50 mètres de large. J'attire votre attention sur le fait que les ailes à droite sont plus longues et plus larges qu'à gauche. C'est fait exprès.
L'artiste a voulu reproduire en 2D une image 3D. Nous avons un effet de perspective. Cela est visible sur beaucoup d'autres géoglyphes de plantes ou d'animaux. Toujours le colibri. J'ai trouvé quelque part dans la littérature que les lignes qui sont en haut en rouge étaient orientées au lever du solstice de soleil le 21 décembre. J'ai un logiciel qui me permet de vérifier ça. La ligne en orange que vous voyez, c'est moi qui l'ai rajoutée. Et effectivement, je confirme que ces lignes rouges sont orientées vers le solstice du 21 décembre. Comme disait un poète péruvien, on dirait que le colibri vient boire les rayons du soleil. Encore un oiseau, très connu. La photo à gauche, c'est ma photo prise d'avion. Les condors sont de grands oiseaux de proie, principalement charognards d'Amérique, caractérisés par des ailes d'une très grande envergure. Le terme condor provient de l'espagnol, lui-même emprunté au quichua kuntur. Je vous rappelle que dans la cosmogonie des Andes, le condor symbolise Ananpacha, le monde du dessus. Ici encore des figures très peu visibles sur Google. Le glyphe à droite semble représenter une frégate. J'ai fait le dessin de ce qu'on ne voit pas bien sur la photo de Google. À gauche, une plante, la papa, encore une fois, dont nous avons déjà parlé. Ici, un oiseau très connu. Alors vous savez, un jour sur ce long pied, aller je ne sais où, le héron au long bec a mangé de long cou, d'un certain La Fontaine. Ici, le long cou nous fait penser à un flamant rose. Et le long bec à un alcatraz. J'ai reproduit la figure sur la photo Google parce que sur photo Google, on ne voit pas grand-chose. Encore une figure très connue, que l'on a baptisée le perroquet. Ici, la forme de la tête semble correspondre à un perroquet. Mais si on regarde dans le détail, les ailes ressemblent plus à un panneau solaire ou aux ailes d'un planeur. Qu'ont-ils voulu représenter? Quant à la forme de ce qui semble un jabot, qui part de la tête, on va rapprocher cette image de celle de la frégate que l'on trouve à proximité, dont on parlera longuement. Voilà cette frégate. C'est une des figures que je préfère. Remarquez pour le grand oiseau, à gauche, en bas, la forme courbe du jabot, un peu comme pour le perroquet. D'ailleurs, on ne voit pas toute la courbe, elle continue vers le bas. Mais par la suite, nous allons étudier dans le détail cette figure. Nous étions à Nazca, sur le plateau. On fait un saut sur le plateau les plateaux de Palpa. Ici, nous sommes à Lipata. Ici aussi, il y a un colibri. Sur la figure en bas à gauche est venu se superposer un parallélogramme, dont la figure de l'oiseau n'est pas complète. Ici, vous voyez mieux la figure du colibri. J'ai surligné en rouge la partie manquante avec le bec qui vient vers la fleur. Une vue en drone, beaucoup plus détaillée. On voit bien que le parallélogramme est venu effacer une partie du colibri. Peut-on en déduire que le colibri a été tracé avant? Voici enfin la figure reconstituée. Elle fait 140 mètres de long sur le plateau. À noter que cette figure ne peut être vue que du ciel. Les gens qui sont sur le plateau ils ne voient rien.
Regardez bien les plumes de la queue. Elles forment un distributeur d'eau. Et sur la paroi du plateau, on distingue nettement les sillons de déversement de l'eau au cours des siècles. Cela me fait envisager l'hypothèse que la figure précède le parallélogramme et que ce dernier a pu être tracé sur la figure en conservant l'extrémité des plumes qui déjà servaient de canaux de déversoir. Toujours ma théorie de la collecte des eaux. Un autre colibri, près de la vallée Ingenia. À gauche, moi je le vois bien parce qu'à force d'y aller, je le connais, mais celui qui ne le connaît pas, ce n'est pas très visible. Du coup, j'ai placé à côté une image plus détaillée. Là, vous le voyez bien. Mais vous ne voyez pas tout. Dans cette image plus détaillée, on voit sur le corps du colibri, sur la tête ou sur le corps, ce que certains prennent pour un avion. Moi j'y vois un visage. Et en plus, en bas à droite, regardez bien, je vois un humanoïde aux grands yeux. Que voyez-vous? On continue avec les animaux de Nazca. Ici, le glyphe de l'araignée, qui est très très connu. Enfin, si on regarde en détail le thorax, ce serait plutôt celui d'une fourmi. On a donc une composition d'araignées-fourmis. Je rappelle que les araignées ont 8 pattes et les fourmis ont 6 pattes. Donc, on a bien les 8 pattes d'une araignée, mais on a le corps d'une fourmi. Pourquoi? Je n'en sais rien. Nous parlons dans la suite de la géométrie de ce glyphe. La fleur, un glyphe moins connu, que j'ai retrouvé sur Google. Alors évidemment, il existe de nombreuses fleurs à 6 pétales. Personnellement, j'ai cherché, mais je n'ai pas pu identifier de laquelle il s'agirait. Très difficile, en admettant que c'est une fleur. Le chien, très connu aussi. Vous avez à gauche la photo que j'ai prise depuis l'avion, là. Alors j'ai étudié un petit peu ça et je me suis rendu compte que selon les traditions locales et les mythes andins, il ne s'agit pas d'un chien, mais d'un renard. Nous reparlerons de sa géométrie par la suite. Voilà le renard, une vue agrandie, pour bien le voir, et après on va s'intéresser à savoir comment il était tracé. Encore un élément de l'iconographie à Nazca et Paracas. L'orque est un être déifié important, qui apparaît depuis le temps le plus ancien, jusqu'à la fin de la culture Nazca, vers 600 ou 800 après Jésus-Christ. Cet orque, on le retrouve sur les tapisseries et les céramiques en particulier les céramiques de Nazca. Il tient dans une de ses nageoires une tête coupée. Récemment, près de Lipata, les plateaux de Palpa, on a redécouvert ce géoglyphe, encore l'orque tueuse. La baleine, très connue aussi. Le seul commentaire que j'ai à faire, c'est que cette figure où on voit une baleine, je vois autre chose à côté, je ne sais pas ce que c'est. Il y a deux choses, il y a la baleine, mais il y a autre chose. Il faut que je m'y intéresse un peu plus, je n'ai pas eu le temps. Alors ici, il y en a qui appellent ça les algues de mer. C'est une figure qui a été effacée par les parallélogrammes qui ont été tracés par-dessus. Il ne reste que des bribes, que des morceaux. Alors, est-ce que ce sont des algues? J'ai mis des algues en haut. Mais ça me fait penser aussi, pourquoi pas, à un cachalot, dont on verrait la tête et la queue. Le singe.
encore une figure très connue. Et je vous fais noter, comme on en a déjà parlé à ma dernière conférence, quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que le singe, il a sa queue à l'envers. La queue est enroulée à l'envers. Le voici, ce géoglyphe. Il fait 93 mètres de long et 55 mètres de large. Comme toujours, invisible au sol, comme la plupart des pétroglyphes, mais très net, vu du ciel, toujours vu du ciel. À ses pieds, des triangles et des lignes. Certains prétendent que ces lignes indiquent la présence de l'eau. Je n'en crois rien. Pour moi, c'est un glyphe lié aux artisans, comme je l'ai détaillé dans une précédente conférence. Voilà, voici ce que j'avais dit pour ceux qui avaient vu la conférence. Le singe est occupé à une tâche, il fait quelque chose. Pour moi, il pratique le tissage. Vous avez la bobine de fil, le poinçon, le fil de chaîne et le fil de trame. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, qui n'ont pas vu ma conférence, j'ai marqué le lien dessous. Alors, quand on parle du singe, il faut parler de Maria Ricci. Maria Ricci a vu la grande ours dans la représentation du singe à queue en spirale. Maria Ricci a repris l'hypothèse archéo-astronomique de Kozok. Selon elle, les géoglyphes formeraient un immense calendrier astronomique dont les lignes pointent vers des étoiles remarquables ou des constellations et correspondent à des dates importantes dans le calendrier agraire, semailles et récoltes. Les dessins zoomorphes correspondraient à une représentation zodiacale du cosmos. L'enchevêtrement des lignes de visée s'expliquerait par de nombreuses reprises au cours des siècles pour s'ajuster à la précession des équinoxes. Ça ne me convainc pas du tout. La précession des équinoxes a un cycle de 26 000 ans. Donc, on serait en train de m'expliquer que le Nazca était là depuis 26 000 ans. Je ne retiens pas cette hypothèse dans sa globalité. Mais certains éléments, on va peut-être les vérifier par la suite. Par ailleurs, nous ne savons pas comment les anciens peuples andins pouvaient se représenter les constellations. Ce que nous savons, c'est un rappel, c'est qu'ils avaient divisé le monde en 3 niveaux. Dans le ciel, ils voyaient des êtres dans la partie sombre de la Voie lactée, avec l'amas et son petit, le renard, le crapaud, le serpent, la perdrix. Au niveau du monde, ils ont partagé le monde en trois niveaux. Le monde supérieur, Ananpacha, le monde des dieux. Le monde intermédiaire, le Kaipacha, monde des hommes. Et le monde souterrain, le Ukupacha, monde des morts. Donc tout ça, on le sait avec certitude. Le reste, ce ne sont que des hypothèses. Donc, pour Maria Ricci, la figure de l'araignée serait une projection anamorphique. Ne me demandez pas de vous expliquer ce que ça veut dire. C'est une photo avec la largeur agrandie par rapport à la hauteur de la constellation d'Orion. 3 des lignes droites aboutissant à la figure auraient servi à suivre les déclinaisons des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cependant, Anthony Aveni fait remarquer que Ricci ne fournit aucune explication pour les 12 autres lignes de la figure et n'explique pas l'intérêt de ces observations astronomiques dans une région où règne la brume une bonne partie de l'année. J'ai essayé de reporter la constellation d'Orion sur la figure. À vous de juger. Nous savons que d'autres civilisations dont la nôtre ne voient pas la même figure dans cette constellation. Les Égyptiens avaient leur figure, nous on a la nôtre. Rien ne permet de dire que les anciens peuples de Nazca y voyaient Orion. Voici encore une figure qui est près de Nazca, de la ville de Nazca, sur un flanc de montagne. Elle a été baptisée le Petit Condor. Pourquoi pas? Mais moi, ça me fait penser à un vélociraptor. Mais ce n'est que mon imagination.
Le pélican. Il est peu visible sur Google, à gauche. J'ai ajouté sa représentation à l'échelle à côté. Plus que de savoir ce que cela représente, ce qui nous interroge, c'est comment cela a été fait. Encore une figure d'une qualité géométrique extraordinaire qui sollicite notre imagination sur le modèle et la technique qui a conduit à sa réalisation. Ici, une figure qui représente notre symbole de la paix. Je ne saurais vous dire si cette figure est ancienne ou récente. Par contre, on voit à côté des trous. Des trous de huaqueros, de pilleurs, ou trous de bombes. Pourquoi de bombes? Voici une image de cercle concentrique près du cerro Lechuza à Paracas. On voit aussi des trous. Au cours de mes recherches sur les lignes de Nazca, j'ai exploré cette zone près de Paracas. Quelle ne fut pas ma surprise de voir des cercles autour d'un ensemble de cratères. J'ai pensé à des cratères à impact de météorites. Mais cela faisait beaucoup trop de météorites. J'étais intrigué par ces cercles concentriques qui ressemblent à une cible. J'ai cherché, pour finir d'apprendre, que l'armée péruvienne a choisi cette zone pour faire des essais de cibles depuis des avions. Alors tout s'explique. Une cible dessinée par les Péruviens et les éclats des missiles ou bombes envoyés depuis les avions. Est-ce que c'est la même chose pour le signe de la paix? Je n'en sais rien. Alors là, je fais une digression. Dans la précédente conférence sur Nazca Palpa, j'ai présenté ma théorie sur les figures représentant des combinaisons des outils de tisserand. Je n'avais pas parlé de Nazca à l'époque. Voici un exemple, cette fois-ci, sur le plateau de Nazca. Vous voyez, pareil, sur cette figure, la bobine, le poinçon et le fil de trame. Encore une fois, quelque chose qui nous rattache au tisserand. C'est aussi à Nazca. Pour ceux qui veulent avoir l'autre conférence, le lien est en bas. De la même façon que j'ai présenté les spirales de tourbillon d'eau à Palpa, en voici une à Nazca. Ici, j'ai une spirale, mais il n'y a pas de poinçon, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de bobine. Donc je pense que c'est plutôt un tourbillon qu'ils ont voulu représenter. On est en bordure du plateau, là où descend l'eau, où l'eau est captée et s'enfile vers le bas. Alors, on va changer un petit peu de sujet. Là, on a passé en revue une partie des figures les plus connues, des glyphes le plus représentés sur le net. Et là, on va s'intéresser maintenant, de mon point de vue, à savoir comment ils ont été faits. Et ça, il n'y a personne qui en parle, très peu de personnes. Donc on va aborder la géométrie des figures de Nazca. Alors un petit rappel, l'objet de la géométrie concerne la connaissance des relations spatiales. Avec l'arithmétique, l'étude des nombres, elle a constitué dans l'Antiquité l'un des deux domaines de la mathématique. La géométrie classique, issue de celle d'Euclide, est basée sur des constructions obtenues à l'aide de droites et de cercles, c'est-à-dire élaborées à la règle et au compas. Avec la considération de figures plus complexes et la nécessité de la mesure, la barrière entre la géométrie et l'étude des nombres et de leurs relations, arithmétique, algèbre, s'est peu à peu estompée. À l'époque moderne, les concepts géométriques ont été généralisés et portés à un plus haut degré d'abstraction, au point de perdre à proprement parler leur signification d'origine. Peu à peu, abstraits ou soumis à l'usage de méthodes algébriques nouvelles, ils se sont dissous dans l'ensemble des mathématiques où ils sont aujourd'hui utilisés en tant qu'outils dans de très nombreuses branches. Un peu compliqué ce que je dis, mais vous allez comprendre. Juste en parlant des anciens, deux ensembles géométriques très connus depuis l'Antiquité. La fleur de vie, que vous connaissez tous, est une figure géométrique composée d'une juxtaposition de plusieurs cercles égaux
reliés centre à centre. Cette figure, utilisée comme un motif décoratif depuis des temps immémoriaux, forme un modèle semblable à une fleur avec une structure hexagonale symétrique. Et donc, c'est fait à base de cercles. Le métatron, cube, à côté, contient en lui des figures géométriques sacrées, celles de la création et les 5 éléments contenus dans l'univers, les 5 solides de Platon, eau, terre, feu, air et éther. Il est souvent décrit comme un symbole au taux vibratoire élevé. Ces ondes de forme sont puissantes. Nous allons voir par la suite que ces figures semblent être présentes à Nazca et Palpa. C'est pour ça que j'en parle. Commençons par les cercles. J'en ai déjà parlé à ma dernière conférence, mais ça valait le coup d'en reparler à nouveau. Voici 2 magnifiques spirales, composées d'arcs de cercle, présents à Nazca, sur le bord du plateau, près de la vallée Ingenia. Je peux réaliser ce dessin avec un compas sur une feuille de papier. Il suffit de tracer une ligne, d'y placer 2 points, C1 et C2, distants de petit r, et de dessiner des arcs de cercle de 1/2 cercle centrés sur C1 et C2 alternativement. Donc ça, je fais ça sur une feuille de papier. La seule correspondance avec la photo que j'ai montrée avant, c'est que je pris la distance entre C1 et C2 égale à la distance entre 2 spirales. Si je superpose mon dessin à la photo, j'ai alors la preuve que le dessin de Nazca est parfait et révèle une connaissance de la géométrie il y a au moins 2000 ans. Je n'ai trouvé aucune étude sur ce sujet. Et pourtant, cela me semble de la plus grande importance. Alors là, il faut que je vous parle de ça pour bien comprendre la suite. Allons plus loin dans nos recherches. Comment tracer une courbe et non pas un cercle? Le cercle qu'on a vu, c'est facile. Ici, nous voyons une photo extraite de la vidéo de Frédéric Leroux. La courbe en vert part du point A0 jusqu'au point A3. Lorsque je fais varier la valeur de petit t. Petit t, il est à côté. Là, dans la photo, il vaut 0,56. Les points A0 et A1 sont affectés d'une valeur, d'un poids, d'une pondération t et 1 moins t. B0 est alors le barycentre de A0 et A1. Idem pour les lignes A1, A2, A2, A3. Alors ça, c'est une courbe de Bézier. Les courbes de Bézier sont de nos jours utilisées dans de très nombreuses applications. Les commandes de machines numériques, les programmes de dessin vectoriel, les segments courbes, par exemple Paint de Windows, les polices TrueType que vous utilisez quand vous tapez sur votre clavier, le morphing, la déformation d'image. Ce concept a été développé initialement dans le cadre de la construction automobile en France, à partir des années 60, par des ingénieurs. Bézier, chez Renault, Arts et Métiers, je le salue, de Castelgio, École nationale supérieure chez Citroën, qui cherchaient à définir de manière la plus concise les courbes des carrosseries. Signalons qu'une autre application importante de ces courbes concerne la typographie et notamment les polices de caractères que l'on emploie sur nos ordinateurs. L'intérêt est que les courbes sont recalculées lors de chaque agrandissement, ce qui évite les phénomènes de pixelisation, c'est-à-dire d'apparition de la grille sous-jacente, comme cela figure ci-dessus. Vous voyez en haut, à gauche, la lettre E grossie avec un ordinateur des années 1980. À droite, la lettre E avec un ordinateur actuel. Je m'explique. Quand vous agrandissez votre lettre sur l'ordinateur, elle change de taille, mais elle reste précise, parce que c'est basé sur les courbes de Bézier. Alors, une anecdote, c'est que
Luc Ferry, notre ancien ministre, avait déclaré que les mathématiques ne servent à rien dans la vie quotidienne. Alors il ignore que tous les signes, lettres et dessins sur l'écran de votre ordinateur sont des courbes de Bézier. Comme dit alors Frédéric Leroux, on a besoin de polynômes pour écrire sur votre écran que les mathématiques ne servent à rien. Bon, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Un exemple d'application moderne des courbes de Bézier. Le logo du CNRS, c'est une courbe fermée. Cette courbe fermée a été constituée à partir de 11 courbes de Bézier cubiques, dont voici une reconstitution avec ses 33 points de contrôle. De la même façon, pour aller plus loin, dans les logiciels type CATIA, on utilise au niveau de l'architecture, des architectes, les courbes de Bézier pour définir des formes en 3 dimensions courbées. Ainsi, le poisson ou la baleine, pêche en catalan, du pôle olympique de Barcelone est le premier exemple de réalisation utilisant CATIA. Alors voilà, on revient à Nazca. J'ai dit que pour PowerPoint, que vous avez sûrement sur votre ordinateur ou que vous utilisez, PowerPoint utilise les courbes de Bézier. Alors passons à l'acte. J'ai pris la photo du chien de Nazca, et en regardant la photo et avec sur PowerPoint, j'ai essayé de cliquer et de faire le dessin par des points successifs. Alors évidemment, vous me direz, mais c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait, parce que je n'ai pas cherché à faire le parfait. J'ai regardé la photo, je la suivais à peu près de là et je cliquais. Et j'ai obtenu la courbe que vous voyez en bas. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que mon dessin du bas est une figure dont toutes les courbes sont des courbes de Bézier. Je ne sais pas si j'ai été clair jusqu'à présent. Hein? Je vous ai présenté les courbes de Bézier, c'est un truc mathématique, ça a été inventé au XXe siècle. C'est utilisé dans les logiciels de dessin, PowerPoint. Et avec PowerPoint, j'ai dessiné le chien. Ce n'est pas parfait, mais encore une fois, le dessin du bas, c'est des courbes de Bézier. C'est ça qui est important. Alors, il y a un Russe, Igor Alexiev, que je salue si un jour il voit ma vidéo, parce qu'il fait un travail remarquable. Lui, il fait des recherches sur les figures de Nazca qu'il étudie sur place depuis plusieurs années. Je pense que chaque année, il va y passer 3 semaines là-bas. Il prend son drone, il part à pied, il escalade les montagnes, il fait des choses extraordinaires. C'est un ingénieur russe. Il travaille avec une équipe multidisciplinaire, dont des dessinateurs CAO et des graphistes. Ils ont pu programmer les coordonnées de la figure du chien sur leur logiciel et ensuite appliquer des courbes de Bézier sur les différents segments. L'ordinateur trace alors la figure du chien, qui est un ensemble de courbes de Bézier. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement la même figure. Et alors, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, ce qu'il y a de particulier, l'énigme, c'est que ces figures sont attribuées au peuple Nazca. Peuple de singes villages, séparés sur l'ensemble de la région, ne possédant que des outils primitifs, et donc incapable de tracer des courbes de Bézier. Vous me suivez là dans mon raisonnement? Alors, même travail fait par Igor Alexiev sur la figure araignée. C'est pareil, ils ont rentré sur le logiciel de CAO les coordonnées qu'on peut relever sur la photo à l'échelle 1, et puis ils demandent à l'ordinateur de tracer ça, et ça vous sort la figure identique. Mais encore une fois, les points qu'on voit à gauche déterminent des courbes de Bézier. On est dans la géométrie algébrique polynomiale. Alors, je pourrais dire la même chose pour l'arbre et pour d'autres. C'est toujours des courbes de Bézier. Ici, on a choisi les courbes de Bézier pour dessiner les branches. Remarquez, entre la figure à gauche, il y a une branche qui est dessinée avec des points rouges, et la figure à droite, vous remarquerez que la figure de droite a plus de volume et plus de perspective. Le fait d'employer les courbes de Bézier donne à ces figures de la perspective, du volume.
Cet arbre dont je viens de parler, comme je l'ai déjà dit, il fait partie d'une composition de 3 figures, mais aussi d'un ensemble de trapèzes, de lignes et de zigzags, que j'ai mis un peu en rouge, en jaune, pardon. L'arbre est relié aux trapèzes et lignes, d'accord, mais fait plus important. Il est tracé d'une seule ligne continue, ce qui nécessite une conception en amont avant de procéder à sa reproduction sur le sol. Ce n'est pas facile de réaliser un dessin de telle dimension avec une seule ligne et en préservant tous les détails. Mais nous savons que les anciens Paracas et Nazca tissaient leur textile avec un fil continu. Casser le fil, c'était considéré comme sacrilège ou porte-malheur. Ici, nous distinguons clairement l'arbre réalisé avec une seule ligne continue. C'est quelque chose que les gens n'appréhendent pas tout de suite s'ils ne vont pas dans le détail regarder la figure. Vous avez un côté, mettons, à gauche de l'entrée, vous suivez le fil, vous parcourez l'arbre et vous sortez à droite. C'est quand même un truc remarquable. La figure du lézard, qui a été coupée par la panaméricaine, et donc il manque un morceau. J'ai ici reconstitué la figure au complet. Cette figure, elle aussi, elle est constituée d'une seule ligne continue et est reliée au trapèze en bas à gauche. Si je rentre en bas à gauche, je peux suivre le lézard dans son entièrement et ressortir là où je suis centré. Je pense que ces figures ont été prévues et associées au trapèze dès la réalisation de ceci. Les mains dont on a déjà parlé. Alors, franchement, c'est comme si vous voulez nous donner un indice de leur savoir. Ce dessin est une représentation 3D. La main devant a 5 doigts et la main derrière a 4 doigts. Cela accentue l'impression de volume et d'image 3D. Dans le dessin, il y a du mouvement, de la dynamique, on peut dire de la perspective. Notre civilisation a commencé à dessiner avec l'emploi de la perspective au Moyen Âge, dans le sillon du développement de l'art, de la science et de la connaissance des mathématiques. On a jeté les bases d'une façon de dessiner et de peindre plus proche de la réalité. La culture nazca n'avait pas atteint ce degré de développement intellectuel et culturel. Quelque chose d'inconcevable se révèle à nous à travers ces figures. Pour les mains, d'après Igor Alexiev, il s'agit effectivement d'une représentation 3D telle qu'il en a parlé dans sa conférence du 15 mai 2013 dans la salle de conférence de Moscou, le berceau des civilisations de l'Expo Créativité. La conférence portait sur le phénomène des géoglyphes situés sur le plateau de Nazca. Les géoglyphes sont de grands motifs ou dessins réalisés à la surface du désert par des architectes anciens inconnus. Je vous laisse juger de l'hypothèse 3D. On revient sur la frégate. Voici le glyphe tel que vous pouvez le voir avec Google Earth. Il faut bien regarder pour le retrouver. Les deux oiseaux, puisqu'il y a un grand oiseau devant et il y en a un qui est dessus, derrière, s'étalent sur au moins 393 mètres, presque 400 mètres de long. Et le seul jabot, la courbe qui part de la tête du grand oiseau vers le bas, le seul jabot de la grande frégate fait 147 mètres. Continuons avec le glyphe d'oiseau américain ou amazonien pour mieux identifier cette frégate. Nous avons la Inga d'Amérique, qui est une espèce d'oiseau aquatique. La frégate superbe, Fregata magnificens, découverte par Matthews en 1914, est une espèce d'oiseau de mer appartenant à la famille des Fregatidae. Les mâles paradent en gonflant d'air le sac gulaire
rouge de leur jagot. Ça peut faire penser au dessin qu'on voit sur la frégate. Donc là, j'ai fait un essai d'identification de cette frégate. Nous avons le choix entre plusieurs exemplaires d'oiseaux amazoniens ou péruviens. Alors ici, je vous ai coloré le dessin pour mieux voir les détails. Ce glyphe peut être décomposé en au moins 5 parties. La frégate numéro 1 en rouge. La frégate numéro 2 en bleu. Un élément que j'appelle inconnu, numéro 4. Un élément que j'appelle particulier, numéro 3. Et un dessin inexpliqué que j'appelle numéro 5. Numéro 1 et numéro 2, nous sommes d'accord, sont des éléments zoomorphes d'animaux. Ici, des oiseaux. Concernant le glyphe numéro 4, je le rapproche du glyphe déjà présenté dans une précédente conférence sur le dessin dit du cadran solaire à Sacramento et du glyphe à côté dont je donne les coordonnées près de la vallée d'Ingenio. Pour moi, ça peut représenter le peigne des tisserands. Toujours, je trouve, de mon point de vue, des relations dans les glyphes qui nous amènent à l'art du tissage. Le numéro 5 en vert, a priori, on ne sait pas ce que cela représente. D'accord avec moi? S'agit-il d'un être zoomorphe, une plante, un insecte? On n'en sait trop rien. Mais moi, qui vais dans le détail, il me semble que cette représentation semble s'accrocher au numéro 3 en orange ou en jaune, qui peut être assimilé à un crochet de remorque. Voici ce numéro 5, je l'ai mis dans tous les sens. Je ne sais pas dans quel sens il faut le regarder. Dites-moi à quoi cela vous fait penser, si tant est-il que cela puisse vous faire penser à quelque chose. J'ai remis en bas le détail numéro 3, en grand. Ça me fait penser à un crochet de remorque. Vous avez une remorque sur la voiture, c'est pareil. Personnellement, je n'ai trouvé aucune interprétation de cet ensemble de glyphes sur Internet ou dans les articles ou livres sur les mystères de Nazca. Du coup, je peux me risquer à une interprétation toute personnelle. J'y vais. Vous avez un grand oiseau, frégate, en rouge. C'est le vaisseau amiral, le vaisseau de transport. La carlingue dessinée en courbe sous la tête. Ce grand oiseau voit un petit oiseau frégate, module de reconnaissance, venir se positionner à l'intérieur de la carlingue. L'oiseau de reconnaissance transporte des éléments animaux ou plantes prélevés au sol, attachés à son crochet de remorquage. Oui, je sais, ça c'est du fantastique, et peut-être de l'irrationnel. Mais n'y a-t-il pas de l'irrationnel en Nazca? Je vous le demande. Ont-ils vu quelque chose se déplacer dans le ciel, atterrir et faire des prélèvements? Ont-ils alors voulu graver pour la mémoire cet événement exceptionnel, avec des éléments propres à leur façon de se représenter ce qui vole? Nous pouvons faire un parallèle avec le culte du cargo, dont vous trouverez une explication sur mon site web geocast.fr ou sur Internet. Quant au peigne des tisserands, que fait-il ici? Peut-être un ancien glyphe appartenant à une ancienne composition des tisserands disparus et effacés depuis longtemps. Mais ce n'est pas fini avec la frégate. Nous avons encore des éléments à explorer avec ce glyphe. Devant ce dessin de proportions colossales, 393 mètres de long, 270 mètres de large, on peut et on doit se demander
comment il a été conçu, comment il a été tracé et dans quelles intentions. Alors, je vous ai parlé précédemment des courbes de Bézier. Avec PowerPoint et l'option Insertion de courbe, je peux tracer exactement cette courbe en rouge. Sachant que PowerPoint utilise les courbes de Bézier, j'obtiens donc une courbe de Bézier. J'ai travaillé avec mon ordinateur. Cela pose la question, comment ont-ils défini les contours de cette courbe? Comment l'ont-ils projeté sur une surface d'environ 48 hectares, 48 000 m², 7 stades de football? Qui en Alaska, il y a au moins 2000 ans, avait un ordinateur ou un système semblable de création de courbes de Bézier? En bas, j'ai calculé avec un logiciel la surface, 48 000 m². C'est gigantesque. Évidemment, on ne voit ça que d'avion, mais on va en parler. Pour faire rentrer le dessin dans une seule photo, c'est la photo que vous avez, le bec qui touche en bas de la photo et en haut, il en manque encore un petit bout. Il faut s'élever sur Google à 484 mètres, d'accord? Mais notre champ de vision humain ne peut pas voir l'image en entier. Regardez l'image. On ne peut que focaliser sur une partie de l'image. Je regarde le bec en bas, je regarde la tête en haut, mais je ne peux pas vraiment voir l'image dans mes yeux au complet. Pour que notre champ de vision humain puisse couvrir l'ensemble de l'image, il faut s'élever au moins à 1320 mètres. C'est ce que j'ai fait là. Et là, effectivement, calez-vous dans votre fauteuil, vous regardez l'image, vous arrivez à la voir complètement d'un seul coup, sans bouger les yeux. Vous me suivez là. Mais alors, à qui étaient destinés ces dessins qu'on ne pouvait voir que du ciel? La preuve. Ici, je descends au sol. Je me suis posé dans le bec. Qu'est-ce que je vois en regardant vers l'horizon? J'ai tracé les lignes qu'on voit sur Google. Je vois quelques lignes. Je ne vois que ça. Les montagnes au fond. Je ne le vois pas, l'oiseau. De même, ici, je me suis mis dans l'œil. Et qu'est-ce que je vois? Effectivement, je vois les lignes qui partent de l'œil à gauche et à droite. Et ça part très loin. Je ne vois rien. Je suis au sol, je ne vois rien. En conclusion sur la frégate. Ligne de Bézier de géométrie des courbes à base d'algèbre polynomiale. Proportions colossales qui font qu'on ne peut le voir que du ciel. Manifestement, un signe ou un hommage était lancé vers le ciel et les dieux. Et de plus, une représentation 3D en projection 2D. Je n'en ai pas trop parlé, mais c'est le cas. Nous avons eu connaissance de ces lignes et dessins lorsque nos avions ont survolé la zone. Avant, personne ne les connaissait, dans leur grandeur et leur diversité. C'est tout nouveau qu'on les connaît, parce qu'on a des avions. À ce jour, l'histoire officielle n'apporte aucune réponse crédible à ce mystère. Et les géoglyphes continuent d'être rattachés à la culture Nazca, qui s'est développée ici il y a 2000 ans. Mais cela ne colle pas avec l'époque. Le peuple Nazca à qui on attribue ces dessins et les moyens techniques rudimentaires qu'on le reconnaît. Alors qui, quand et pourquoi? À vous de vous faire votre idée. Imaginez l'impossible, que la vérité est souvent au-delà de ce que nous pensons possible. Alors, on va continuer à explorer ces dessins et comment ils les ont fait. Ce dessin qu'on a vu précédemment, on va s'intéresser à son exécution. D'abord, dessin en une seule ligne. Ligne continue, sans croisement, une entrée et une sortie. C'est déjà remarquable. L'ensemble a forcément été conçu et imaginé avant de le retranscrire au sol. Le gars, il n'est pas arrivé ici avec un bâton et puis il s'est mis à courir, il a fait le dessin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un travail qu'il faut le concevoir, ça. Encore une fois, ce dessin, on ne le voit que d'une certaine hauteur, car il fait environ 50 mètres sur 34 mètres.
On nous dit, on nous laisse entendre, qu'ils ont dessiné directement au sol, en grattant la terre, en écartant des cailloux et en utilisant des bâtons et des cordes pour les cercles. On ne nous précise pas comment ils ont fait les courbes. Ceux qui, même dans le milieu académique, se contentent de dire que cela a été fait ainsi et que le problème est réglé, n'ont rien de scientifique. Autant dire, bon, c'est là, ils l'ont fait, circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, ce n'est pas convaincant, donc pas acceptable. C'est une affirmation sans aucune valeur scientifique. Il faut faire fonctionner nos neurones, poser des hypothèses, vérifier leur faisabilité. C'est ce que nous allons faire, si vous voulez bien prêter attention et me suivre dans ma démonstration. Première hypothèse. Je suis ingénieur, je me dis comment ils ont fait. Comment je pourrais faire avec le bâton et les machins. Bon, j'admets que c'est le peuple Nazca qui a fait ça. Peuple aux techniques plus que rudimentaires. Exception faite du tissage. D'accord? Peuple guerrier, sauvage, s'adonnant à la collection de têtes coupées. Bon, alors, de toute façon, il faut d'abord concevoir le dessin et le retranscrire sur un support. Nous, on a du papier, on a des ordinateurs, eux, ils n'avaient rien. Ils n'avaient aucun moyen d'écriture ou de dessin sous papier ou papyrus ou écorce de bois. Mais, ils avaient des experts en tissage. On va retrouver mon tissage là. Alors, supposons qu'ils ont tissé le modèle de base. On va dire une toile de 5 mètres sur 3,40 m, c'est déjà pas mal. La toile a été divisée en fils de chaîne, sur les fils verticaux, avec des fils de couleur, tous les 14,7 cm, dans le sens de la hauteur. Les lignes que vous voyez en noir, verticales et horizontales, imaginez que ce sont des fils d'une toile. Les fils de trame ont été placés aussi, les fils horizontaux, avec des fils de couleur, tous les 14,7 cm. Grosso modo, c'est la maille du carré en haut, là. Le petit carré en haut marron, là. Ce travail devra être très précis pour que les carrés obtenus soient de vrais carrés, et tous identiques. Cela suppose des moyens de mesure pour contrôler les écartements entre les fils de couleur. Imaginez la précision du travail, mais ça ne fait rien. Supposons qu'ils savaient faire cela. Ensuite, une fois qu'ils avaient fait leur toile, avec des fils de trame et de chaîne écartés de 14,7 cm, une toile de 5 mètres sur 3,40 m. Il leur a fallu ensuite broder l'oiseau de couleurs différentes de la toile pour qu'il soit bien visible. Bonjour la difficulté pour exécuter des courbes de Bézier à la main. Car ce sont des courbes de Bézier, je n'en doute pas, compte tenu des études russes qui semblent le prouver. Enfin, considérons que c'est fait et que nous avons notre modèle, dont la photo que vous voyez, c'est mon modèle qui a été brodé sur une toile de 5 mètres par 3,40 m. Je vais la plier et je peux aller dans le désert, je peux marcher pendant quelques heures, sous un soleil et une chaleur de poêle à frire. Hein. On n'est pas chez nous, on est là-bas. Hein. Et on arrive à la destination. Il aurait bien fallu que je transporte aussi des litres et des litres d'eau et de la nourriture pour tenir sur place pendant l'exécution du dessin. Pas faire ça en 1 heure, il va passer peut-être quelques journées pour faire ça. Je vais installer un campement en plein désert, sous le soleil à 50 degrés pendant la journée, pour exécuter mon travail. Maintenant, toujours avec des centaines de bâtons alignés pour représenter des droites, il nous faut tracer au sol un carré de 50 mètres sur 34 mètres. Vous me suivez? Je vais reproduire au sol ce que j'ai dans mon modèle, mais à l'échelle 1. Et dans ce modèle que je vais implanter au sol avec des lignes faites de fils, de cordes, il faudra que je vienne retranscrire mon modèle
réalisé sur tapisserie. Mais sur ce terrain, il y a des creux, il y a des bosses. Bon, on va commencer par niveler au mieux la surface de 50 par 34 mètres. Mais si le relief est tourmenté, eh bien, il faudra faire avec. Maintenant que j'ai nivelé au mieux la surface nécessaire, il me reste à tracer 1150 carrés de 1,47 m de côté. Les petits carrés du haut, il y en avait 1150, et maintenant il faut que je les fasse au sol. Encore une fois, il me faut des moyens de mesure. Ce n'est pas avec la main, ce n'est pas avec mon pied que je vais mesurer tout ça. Mais bon, on a des cordes. Alors plaçons des bâtons tous les 1,47 m. Mais attention, soyons très précis. Au fur et à mesure que je place les bâtons verticalement sur des dizaines de mètres, j'y attache des cordes ou des fils de couleur posés à même le sol. Une journée ou plusieurs jours de travail minutieux et j'ai reconstitué mon quadrillage. Donc imaginons que le quadrillage est reconstitué au sol. Il ne me reste plus qu'à rapporter chaque dessin d'un carré de 14,7 cm de côté sur des carrés de 1,47 m. Mince, c'est pas évident. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que passer d'un centimètre à 1 mètre et tracer à la main, c'est pas évident. Donc ce que je pourrais faire, c'est de diviser maintenant chacun de mes carrés en 10 parties différentes. Cela revient à dire que c'est démentiel, car il me faudrait passer de 1150 carrés à 11 500 carrés. Mais supposons qu'ils avaient l'éternité et la volonté pour réaliser leur dessin. Et supposons qu'ils y arrivaient avec cette méthode. Le dessin est terminé. Après X jours, X semaines, X mois, il me reste à le contrôler maintenant. Et alors là, zut! Depuis le sol, je ne vois pas le dessin en entier. Il m'est impossible de savoir si la reproduction de l'original sur le sol est fidèle ou s'il y a des défauts. Comment contrôler-t-il? À ce stade, et avec cette technique, on ne peut rien contrôler. 2000 ans après eux, on a inventé l'avion. Nous avons pu, en survolant les figures, apprécier leur qualité et leur beauté. Mais alors, peut-être pouvaient-ils voler ou s'élever avec des cerfs-volants ou d'autres moyens que nous ne pouvons pas imaginer. Ma conclusion, c'est qu'ils n'ont pas fait comme ça. Il y a des centaines de figures sur 500 km². Nous avons vu que le flamand s'étale sur une surface équivalente à 7 stades de foot, de dimension moyenne, rendant cette méthode que je viens d'expliquer totalement imprécise. Donc j'ai essayé d'imaginer, vous avez compris, hein, je fais le dessin sur un petit modèle, hein, je quadrille et je le reproduis à côté. Mais bon, si je passe une feuille de A3, de A4 à A2 ou à 0, je vais y arriver. Et si je passe d'un dessin de 1 cm à des dessins qui font 1 mètre par centimètre, ça ne colle plus. Alors maintenant, je vais vous proposer ma solution, avec nos moyens du XXIe siècle. J'ai conçu les dessins sur ordinateur, ce qui me permet de générer des courbes de Bézier avec le logiciel adéquat. On a parlé des courbes de Bézier, on a parlé de logiciel, je peux faire ce que je veux comme forme sur un ordinateur. Ces dessins sont mis en mémoire sur un ordinateur embarqué sur un satellite que je peux positionner en stationnaire au-dessus de Nazca à chaque point où un dessin doit être tracé. La nuit, évidemment pas le jour, la nuit je projette ce dessin avec un super laser très puissant sur le sol de Nazca. C'est mon dessin. Sur place, je n'ai qu'à le reproduire en suivant les contours et en enlevant les pierres ou la croûte rougeâtre superficielle tout le long des lignes et des courbes. Ah là, c'est facile et mathématiquement précis. Ce n'est pas du domaine de l'impossible. On est allé sur la Lune. Faire cela à côté reste une promenade de santé. Mais vous allez me dire que c'est encore de la science-fiction. Moi, je considère que faire ces dessins avec des cordes et des bâtons, c'est ça la science-fiction. L'histoire de l'humanité est percée de trous noirs
qui nous rendent schizophrènes lorsqu'on veut les combler. Les géoglyphes de Nazca sont le plus grand mystère du passé de l'humanité. Mais gardons espoir de démêler ce mystère et continuons nos recherches. Avant de continuer notre exploration, faisons une pause et réfléchissons ensemble. Les glyphes font de 40 à 400 mètres de long. On nous dit que ces dessins appartiennent à la culture Nazca. Des figures semblables sont effectivement trouvées sur les textiles et les céramiques de Nazca. L'observation la plus intéressante, c'est que les dessins que nous voyons sur les textiles et céramiques de Nazca sont des dessins primitifs. Ils n'ont pas les proportions équilibrées des géoglyphes et de surplus, ils ne représentent pas l'ensemble ou l'intégralité des géoglyphes. Cela doit nous interroger. Y aurait-il des dessins qu'ils n'avaient pas vus? Les images ou dessins sur le plateau sont harmonieuses. On pourrait dire parfaites, selon un style et un art encore incompris. Ceux qui les ont réalisés, qu'avaient-ils comme plan, comme croquis, comme dessin de référence avant de le reporter sur le terrain? La mise à l'échelle et la reproduction fidèle des dessins nécessitent des instruments spécifiques. Prenons un exemple. Joey Nikel, un Américain, de la Société des sceptiques, se porte bien son nom, ne jure que par les bâtons et les cordes. Il a essayé de reproduire l'un des dessins avec des bâtons. Cela a permis de voir la différence obtenue entre le modèle et le résultat final. Ce n'était pas concluant du tout. Allons plus loin. Il y a une grande différence entre un cercle et une courbe. Dessiner un cercle, c'est une chose. Je suis d'accord. On peut prendre son rayon, utiliser un bâton avec une corde et tracer un cercle. Encore faut-il se déplacer avec deux niveaux, un niveau horizontal et un niveau vertical, pour ne pas dévier de la circonférence liée au rayon défini par la distance bâton-corde. Essayez de faire un cercle de 3 mètres de diamètre et vous allez voir que votre bâton, il ne faut pas qu'il dévie. En étudiant les figures, il est apparu que leurs courbes peuvent facilement être reproduites avec un logiciel de dessin avec l'aide des courbes de Bézier. D'ailleurs, moins on utilise de points et meilleur est le résultat, et plus la ressemblance avec le dessin d'origine est précise. Et comme on sait, en mathématiques, le nerf de la guerre, c'est la précision. Ces figures ne sont pas seulement des tracés réguliers, mais l'artiste y a ajouté du volume et de la perspective. Sur l'araignée, on voit deux plans superposés. On n'a pas pu en parler, ça aurait été trop long. De nos jours, on parlerait de dessin 3D. Dans le dessin de l'arbre, chaque branche a 5 coudes. Cela a été réalisé volontairement. On a fait un peu le tour des principales figures. Il y en a une qui est très particulière, qui est à part. C'est ce qu'on appelle la figure de l'astronaute. Elle est singulière. Elle ne ressemble pas aux autres. De plus, elle est sur un plan incliné, vous le voyez en bas sur la montagne, et non sur un plateau. Ça, c'est la photo que j'ai prise depuis l'avion. Cette figure est très différente. Elle est tracée moitié en relief, moitié en creux, sur la paroi d'une colline. De plus, géométriquement, elle n'a rien de précis ou de régulier. On peut se demander si cela n'est pas beaucoup plus ancien que les figures de Nazca. En tout cas, cela ne semble pas avoir été placé là pour le même usage que les lignes et figures du plateau. Si on observe la figure, elle a une main en l'air, la main à droite. La main gauche semble tenir quelque chose. Il me semble que le premier humanoïde tient la main d'un deuxième humanoïde à la tête ovale ou en pointe. Ceci n'est pas indiqué sur Internet. Voici la photo que j'ai prise de l'avion.
c'est un peu le hasard, mais l'angle de prise de la photo et l'éclairage à ce moment-là m'ont permis de voir une figure sur l'autre versant de la montagne. Tout ce qu'on voit un petit peu en blanc là. Et ce qu'on voit au-dessus de la main droite. J'ai agrandi une partie de ce qui semble une tête avec des plumes. Vous voyez à droite l'agrandissement de la partie du haut là, je vois comme des plumes des arcs de cercle. J'ai tracé ce dessin et j'ai pu vérifier que géométriquement il y avait deux cercles parfaits. La nature ne fait pas des cercles parfaits comme ça, des dessins comme ça. Pour moi, c'est artificiel. Donc, je me suis demandé si l'astronaute ne tient pas dans la main ce qui, à première vue, ressemble à un oiseau. De quel oiseau peut-il s'agir? Il faut rechercher un oiseau d'Amérique du Sud. Le hoasin me semble un bon candidat. Conclusion. Avons-nous découvert ce que d'autres n'ont pas vu? Je pense qu'il peut s'agir d'une découverte importante. Alors il faudra explorer, réfléchir, comparer et se demander le pourquoi et le comment de cette figure élargie. Nazca a encore de quoi occuper les explorateurs avertis. Continuons nos découvertes, parce que ce n'est pas fini. Ce dessin en haut, avec la flèche, s'appelle l'étoile. On va le voir après par la suite, mais je voulais vous le situer. Il a été découvert dans les années 1990. Nous allons l'étudier. Le voici de près, 130 mètres de large. Cela nous rappelle les mandalas indiens. La science officielle considère que c'est un fake, un faux, une figure pour les touristes. On peut le comprendre, hein, car on ne s'attendait pas à trouver cela ici. Vu depuis le sol, impossible de distinguer le dessin complet. On ne voit que des lignes tracées par des alignements de pierres. Voici l'ensemble complet avec le dessin reproduit dessous. Pour touristes. Le même dessin, qui est la reproduction de Igor Alexiev, à qui on doit une étude assez complète de ces mandalas. Car il y en a d'autres. Et c'est là que le fake n'est plus de mise. Alors, les images suivantes sont le résultat d'une incroyable combinaison high-tech d'images satellites avec un programme appelé les éphémérides du photographe, qui vous montre la direction exacte du lever et du coucher du soleil ou de la lune à un endroit et à une heure particulière à l'aide de Google Maps. J'ai acheté ce logiciel, ce qui m'a permis de me rendre directement sur le mandala et de demander quelle était la direction du lever du soleil le 21 juin, solstice d'hiver au Pérou. C'est la ligne orange à droite que j'ai rajoutée et que j'ai vérifiée avec un logiciel. Donc maintenant, je fais de même pour le solstice d'été au Pérou qui est le 21 décembre. J'obtiens les deux lignes. La ligne à droite, c'est le lever, direction du lever. La ligne à gauche, c'est la direction du coucher du soleil. Le soleil décrit l'arc de cercle qui va de la ligne jaune à la ligne orange. Et maintenant, je vais superposer tout ça. Ici, je représentais le mandala sur la photo de Google. J'ai commencé par mettre un truc qui soit visible. J'ai mis du temps pour bien le positionner. Et ensuite, j'ai superposé des directions solsticielles. Malgré mon montage par empilage successif, qui manque sûrement de précision, il me semble voir des alignements entre les coins du mandala et les solstices. En particulier, cela correspond très bien aux lignes lever du soleil le 21 décembre, en bas. Vous voyez que je passe dans l'angle
comme il faut, et le coucher du soleil le 21 juin, en haut, pareil. Bon, gardons en mémoire pour la suite cette première découverte. Comme je l'ai dit précédemment, il y a d'autres mandalas sur le désert de Nazca. En voici un à 9 km du premier. Le premier dont on a parlé est en haut, mandala numéro 1. On fait un saut par-dessus la vallée et il faut aller sur le mandala 2. Encore fallait-il le trouver. 120 mètres de large. Sur Google, la photo que j'ai prise là, on ne distingue pas bien. Heureusement, Igor Alexiev, le russe, lui, il s'est rendu à pied et il a photographié avec un drone. Ce dessin se développe sur le plateau et va jusqu'en bas de la gorge. Vous voyez ici que le dessin, il va ici, mais il va en bas aussi, là. Il est de l'autre côté, là-bas. Le dessin est donc complexe. Voici à droite sa retranscription. La partie que vous voyez sur le plateau et les parties qui sont sur le bas du plateau et dans la gorge. Alors là, je fais pareil. Je refais le même travail. J'ai passé du temps, croyez-moi. J'essaye de dessiner sur le mandala les levées et couchers du soleil au solstice. Regardez le point A, B, C. Cela correspond parfaitement ou presque au lever du soleil le 21 décembre. Nous avons découvert à quoi pouvaient servir ces figures. Il doit y avoir d'autres alignements, sûrement. Mais il faut encore chercher, et cela passe par un logiciel d'astronomie. Ce sera pour plus tard. J'ai un autre moyen de vérifier. J'aime bien avoir deux moyens. Je dois mesurer l'angle entre ces deux rayons-là du mandala. Sur Google, j'obtiens 46,05 degrés, avec une incertitude de plus ou moins 1 degré. L'angle théorique entre la ligne du haut et la ligne du bas est de 48,56, calculé précisément par ailleurs. Je vous passe les calculs, mais faites-moi confiance. Ma théorie et mes calculs montrent un écart de 2,51 degrés. C'est une erreur de 5%, ou une vérité de 95%. Êtes-vous convaincu? À vous de décider si ces mandalas étaient des sortes de gnomons ou cadrans solaires destinés à prévoir des époques importantes pour l'agriculture. On peut chercher, je l'ai déjà dit, d'autres alignements avec la Lune ou les étoiles. Ce travail est long, il reste à faire. C'est long et il faut une bonne connaissance en astronomie et il faut les logiciels associés que je n'ai pas. Pas très loin de ce mandala, on trouve une étoile qui connecte les deux bords de la gorge. L'étoile du milieu a 16 branches. Il faut employer un drone équipé de lentilles puissantes pour l'observer. Sur Google, on voit que dalle. Moi, j'arrive à retrouver quelques points, mais bon, c'est la photo du drone en haut qui permet de voir ces éléments-là. Donc, il y a beaucoup de choses sur Nazca qu'on ne connaissait pas. Voici ce que j'appelle le mandala numéro 4. Le cartilage à droite. Et puis quelques formes en bas à gauche. Photo prise sur Google que j'ai trouvé tout seul en cherchant. Ici, j'ai agrandi la photo et j'ai encore une fois superposé les directions du solstice du 21 juin. On peut dire que ça coïncide avec certains points. Idem pour les lignes du solstice du 21 décembre. Pour moi, ce n'est pas le hasard. Ces mandalas sont des gnomons solaires indiquant les solstices et sûrement les équinoxes, la ligne AB étant orientée plein est. Tout ça, c'est mathématique, n'importe qui peut le vérifier, je n'ai rien inventé là. Mais par contre, je ne trouve personne qui en parle.
Partons maintenant à Palpe, près de Lipat. Voici une image de Google. Ici, vous ne voyez que dalle. Vous ne voyez pas de mandala. Moi non plus d'ailleurs. Mais il y en a qui ont vu. Victor Alexis, par contre, s'y est rendu avec un drone. Et là, il y a un mandala, encore un. Tous ces mandalas semblent ignorés par la science officielle. Merci les chercheurs indépendants dont je me targue de faire partie. À côté d'un nouveau mandala, on trouve ces points d'où partent des lignes. Avec le drone, on voit qu'il y a aussi beaucoup de cercles. Beaucoup de cercles. Pour ceux qui voudraient voir la vidéo d'Igor Alexiev, j'ai mis le lien de sa vidéo en bas. Il a fait une vidéo en russe qui heureusement a été traduite en anglais, que moi j'ai traduit en français. Alors voilà ce qu'il voit lui. Voilà une image de cercle constitué qui est faite sur ce plateau. Là, vous me direz, mais ça dépasse l'entendement. Qui a fait cela, je vous le demande? Et en plus, ce n'est visible que du ciel. Pourquoi? Était-ce le peuple Nazca? Avec des bâtons et des cordes? Excusez-moi, je vais être un peu trivial. Avec la bite et le couteau, comme on dirait chez nous? Bon, ben alors, vive la géométrie à bas coût, hein. À quelques mètres de ces figures, encore le plus mystérieux, ce quadrillage sur le sol qui semble imprimé au laser tellement le maillage est fin. On nous dit que ça a été fait pour les touristes aussi. Bonjour les dégâts, ceux qui ont fait ça. Essayez de faire ça avec des bâtons et des cordes. On dirait que c'est imprimé au laser depuis le ciel, ça. Mais ce n'est pas fini. Il nous reste à parler des dernières découvertes des Russes, comme je vous l'avais promis. Et vous ne serez pas déçus du voyage. Ici, sur le côté ouest du plateau de Nazca, j'avais déjà repéré d'étranges formations de points en étoile ou en cercle. Ça, c'est ma diapo personnelle du plateau de Nazca où j'avais repéré des trucs, mais je n'ai pas été plus loin parce que je ne voyais pas bien. Ces figures suivent le fond d'une gorge. Et on peut en compter 19. Sur le Google, il est très difficile de les localiser et encore le plus de les voir en détail. Mais heureusement, Igor Alexiev, toujours lui, est passé par là avec son drone. Il nous gratifie d'images extraordinaires. Voilà sa diapo comparée à la mienne. La sienne est très précise. Il a bien situé les 19 figures. On va essayer d'en voir quelques-unes. Étoile numéro 1. Photo drone. Ce n'est pas Google. Les grands cercles sont repérés flèches bleues et noires. En bleu, il y a un grand cercle, si vous arrivez à le voir. En noir, il y a un grand cercle. Fait intéressant, le rapport dans leur diamètre est dans le rapport de 2. Les petits cercles sont repérés avec des flèches rouges. Regardez bien, il y a 8 cercles rouges, flèches rouges. Évidemment, tout ça, sur Google ou en avion, on voit que dalle. Et de plus, si vous allez marcher dans le coin, vous allez passer à travers, vous ne verrez rien. Ça, c'est vu avec le drone. Ici, la photo Google sur laquelle j'ai rajouté le dessin reconstitué. Ici, vu en perspective, maintenant que j'ai réussi, ayant la photo vue de dessus, avec ma photo Google, en me crevant les yeux, j'ai réussi à retrouver le dessin en perspective. En partie, je n'ai pas pu tout refaire. Là au milieu, le mandala, je n'ai pas su le faire et je n'y arrive pas. Mais demandez-vous comment on fait un cercle parfait sur des trucs, un terrain aussi rugueux. Enfin, parfait quand on le voit du ciel. Nous n'avons pas le temps de tout voir en détail. Cela pourrait être même monotone pour certains. Nous allons voir les principales étoiles. Ici, l'étoile numéro 3. Sur la photo Google, on voit que dalle.
Si, vous voyez quelques points là, vous allez voir, je vais vous montrer un point. Ici, vous voyez un point là, vous voyez un point là. Maintenant que j'ai. Là, il y a un point. Là, il y a un point. Mais sans avoir la photo du drone, on ne peut pas voir ce qu'il y a. Étoile numéro 4. Google, je situe quelques points. En bas, la photo à gauche avec le drone. Si vous regardez bien, on voit, il faut voir de bons yeux, il faut bien regarder, on voit quelque chose. Et en haut, la figure reproduite par le russe, avec tous ces détails, tous ces points. Étoile numéro 5, en haut, ma photo Google où j'avais repéré quelques points. Vous voyez qu'il y a des points dans mes lignes. Mais de là à dire ce que c'est, et puis je voyais qu'il y a des points qui partaient vers le fond, là. Puisque sur cette gorge, toutes les étoiles sont reliées les unes aux autres. Et en bas, vous avez la photo avec le drone, qui est la même photo qu'en haut. Regardez, si vous regardez un petit peu les formes, c'est la même forme des montagnes, pour comparer. Mais en bas, vous voyez bien avec le drone qu'il y a des cercles, qu'il y a des étoiles, une étoile en tout cas, et qu'il y a une ligne qui part vers le fond, qui va rejoindre l'étoile numéro 4. Ici, je reproduis l'image du drone, je l'ai reproduite sur Google, mais j'ai eu du mal parce que, comme j'ai déjà expliqué, sur Google, les points ne sont pas très visibles. Ce sont des cailloux. Il y a quelqu'un qui a mis des cailloux, des petits cailloux, des gros cailloux. Mais ce n'est pas comme ils ont fait ça, moi. Ce n'est pas des figures de 1 mètre, c'est des figures de 20, 30, 40 mètres de diamètre. Étoile numéro 9. En haut, la photo Google. Vous voyez qu'une fois que j'ai mis des lignes dessus, vous voyez qu'il y a des points. Mais si j'enlève les lignes, vous ne voyez rien. Par contre, en bas, je l'ai reproduit parce que j'avais à côté la photo du drone. Et ayant la photo du drone, j'ai pu mieux dessiner ce que je croyais voir sur Google. Tout ça pour dire que sur Nazca, on croyait qu'avec les avions, on avait tout vu. Mais non, il y a des choses qu'on ne voit pas les avions. Maintenant, il faut que la nouvelle génération de chercheurs, et c'est déjà le cas, s'équipe de drones avec des optiques adéquates, puissantes, pour reparcourir tout ce plateau. Et à mon avis, on va redécouvrir un tas de choses. Ça fait 8 ans que ça a été découvert, ça. Et on n'en parle pas beaucoup. Bon, moi, je me suis intéressé aux recherches des Russes. Ça m'a mis la puce à l'oreille pour ce que j'avais trouvé. Ici, les étoiles 10, 11 et 12, juste pour vous montrer sur Google où c'est qu'elles sont situées. Elles sont encore reliées par une ligne de pierre, petit caillou. L'étoile 11, encore une fois, je mets en haut ma photo Google. En bas, j'ai reproduit sur la photo Google. Alors, mon scan, il a un petit peu teinté ça différemment, mais j'ai pu reproduire sur Google ce que je voyais sur le drone à côté, la photo du drone. Étoile 16, 17 et 18, une reproduction de Igor Alexiev à droite et ma reconstitution des points à partir de ce qu'il a fait sur Google. On arrive à l'étoile 19, qui est la dernière. Toujours pareil, si je n'avais pas le dessin de Igor à droite, je ne pourrais pas retrouver mon truc à gauche. Parce que, après, oui, je vois des points une fois que j'ai le dessin, mais tout, si je n'ai pas le dessin, je ne vois pas les points. Alors, il faut savoir qu'indépendamment des étoiles, on a découvert autre chose. Que moi, je l'ai découvert tout seul. Là, je n'ai pas eu besoin d'Igor, sauf que lui, il est passé par là et après moi, il a fait ça au drone, on va voir. Donc, il existe aussi des représentations de cercles concentriques qui présentent un intérêt dans leur dimension et leur alignement. Ici, la vue sur Google de 3 ensembles de cercles, C1 en bas, C2 au milieu, C3 en haut. Encore faut-il le trouver. Hein? Alors, voici ce que j'appelle le cercle numéro 1. C'est comme ça que c'est moi qui ai donné ce nom-là. Voici la vue sur Google. Avec de bons yeux, on peut trouver 3 cercles. Je ne sais pas si vous allez les voir. Celui-là, là, il y en a un, vous voyez bien. Là, il y en a un deuxième. Le troisième, il faut aller plus loin. Il passe par là.
Il est là. Vous le voyez? Vous le voyez parce que je vous le montre, autrement vous ne le verriez pas. Alors, ces trois cercles, c'est là que c'est intéressant, sont concentriques. Ils ont des diamètres mesurés de 28, 56 et 122. 2 fois 28, 56. 2 fois 56, 122. C'est surprenant. D'abord, qu'on ait des diamètres en mètres, si on considère que cela a été réalisé il y a 2000 ans. Notez aussi que si on considère que 26 c'est 1, on a des diamètres de valeur 1, 2, 4. C'est-à-dire les trois premiers chiffres de la série des puissances de 2. Petit rappel de mathématiques, 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 2 fois 2 c'est 4, et ainsi de suite, 8, 16, 32, 64, etc. Gardons ça en mémoire. Ici, une photo du cercle 1 avec un drone, où la trace des cercles sur un terrain irrégulier apparaît nettement. Apparaît nettement parce que, encore une fois, on voit depuis le ciel. Car au sol, on ne verrait rien de particulier. Ici, les cercles C2. À une centaine de mètres des cercles C1. Le grand cercle, en haut, est dessiné sur un relief tourmenté. On peut se demander pourquoi avoir choisi un relief si difficile. Les cercles encore ne peuvent être vus parfaitement qu'en s'élevant à une grande hauteur. En bas, la photo prise par Igor avec un drone. Alors encore une fois, si on mesure les diamètres de ces trois cercles, c'est pareil. 23, 56, 112. Non, pardon, 28, 56, 112. Encore les mêmes dimensions que tout à l'heure. Les mêmes rapports dans les diamètres. Alors, si on trace la ligne qui joint ces deux ensembles de cercles, on aboutit à ce que j'appelle le cercle 3. Ici, ce n'est pas aussi évident, mais pour moi, on a la trace de cercles sur une forme naturelle ou pas, en tout cas des formes arrondies. Alors, comme tout à l'heure, sautons de l'autre côté de la vallée. Que trouve-t-on encore? Tout à fait en bas. Des cercles. Que j'appelle cercle numéro 4. Tracé, encore une fois, sur un relief tourmenté. On dirait qu'ils aimaient vraiment la difficulté. Je vous les montre si vous ne les voyez pas. Il y a un cercle ici, un deuxième là, qui d'ailleurs passe, vous montrerez après, ce cercle-là, il suit parfaitement le fond de la gorge, ici, là. C'est fait exprès, ça, hein, c'est pas le hasard. Et le troisième cercle, il est là en haut. Vous voyez? Il vient vers moi, il monte par ici, là. Ça, c'est encore une photo avec un drone. Alors, moi, j'ai pris Google et j'ai réussi à reconstituer ces trois cercles de façon à bien vous montrer que c'est pas fait sur un plateau. Alors déjà, tracer un cercle sur un plan, bon, c'est faisable avec une corde et un bâton, je veux bien. Mais aller tracer ça sur un truc comme ça, là. Et comme je vous disais, le cercle numéro 2 ici, il suit parfaitement le fond de la gorge. Ça a été fait exprès, là. Là, j'ai pris l'image de Google où j'avais bien repéré les cercles et je les ai tracés avec PowerPoint. J'ai pris mon image, je l'ai mise ouverte en PowerPoint, j'ai mis insérer courbe et j'ai commencé à tracer ma courbe, j'ai cliqué d'autres points. C'est-à-dire que j'ai utilisé les courbes de Bézier. Alors là, faisons une pause et réfléchissons encore une fois. Dessiner une figure géométrique sur une surface irrégulière
est difficilement réalisable sans des moyens géodésiques et de surcroît pour des figures qui se développent sur des centaines de mètres. De nos jours, seuls des géodésistes professionnels pourraient réaliser cela. Je pense que définitivement, on n'a pas pu réaliser cela avec des bâtons et des cordes. Là, j'ai fait une courbe transversale vers la vallée pour vous montrer qu'effectivement, à côté, il y avait des lignes, ce que j'appelle les lignes de récolte des eaux. Et effectivement, si je mets de l'eau ici, elle part en bas. Ça, c'est prouvé par ma coupe. Toujours, de temps en temps, j'essaie de voir si ma théorie de l'eau tient la route. L'eau, elle ne part pas d'ici vers ici, l'eau, elle part de là vers là-bas, toujours. De la même façon, je voulais vérifier si c'était vrai que le troisième cercle, ou le second, pardon, passait bien au fond de la gorge. Donc j'ai coupé ça, et je me rends bien compte qu'effectivement, le cercle, il passe vraiment, vraiment, vraiment au fond de la gorge. Démonstration. Alors, encore une fois, et vous connaissez la réponse, je vais mesurer le diamètre. Et qu'est-ce que je trouve? 28, 56 et 112. Ça fait 3 fois qu'on trouve des cercles tracés sur le désert de Nazca. C'est 3 fois qu'on trouve des cercles du même diamètre. Il y a quand même quelque chose de bizarre là. Alors je me suis demandé, comme toujours, comment ils ont fait. Alors, mon problème, je veux tracer un cercle de centre haut et de diamètre 140 mètres. Le point haut est situé en hauteur. Bon. Alors, elle me dit, mais monsieur Castet, il n'y a pas de problème, prenez une corde et un bâton. Mais oui, c'est ce que je vais faire. Alors, je prends mon bâton, je le plante en haut, sur le point haut. Je prends une corde de 70 mètres, puisque le rayon, c'est 70 par rapport à 140. Et je descends la pente, et je tourne. Enfin, je descends la pente en collant la corde au terrain, et je tourne, et je m'arrête, et j'ai fini. Vous avez vu ce que j'ai fait en bas, cercle obtenu? J'ai fait une patate. Ben oui, j'ai fait une patate, c'est évident. Parce que, suivant la pente, la longueur développée de ma corde n'est pas la même. Mais moi, je veux le cercle théorique, là. Bon, donc l'histoire de faire juste avec une corde et un bâton, tel que je viens de le dire, ça ne marche pas et tout le monde peut le comprendre. Cette méthode n'est pas utilisable. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, ce que je peux faire, c'est qu'en terrain pentu, il faut opérer par des réseaux horizontaux. Là, je pars du point en bas, je tire ma corde et avant de me casser la figure, je m'arrête, je la tiens horizontale et puis je vais verticalement marquer un point en bas et je vais recommencer ainsi de suite et je vais mesurer la longueur horizontale jusqu'à ce que j'aurai 70 mètres. La difficulté se situe à l'extrémité suspendue de la corde, car on doit veiller en même temps à l'horizontalité, que ce soit bien entendu, la tension de la corde, la lecture de la longueur et le plombage, au point vertical dont je vais repartir. Une pente excessive va multiplier le nombre de portées courtes dont va réduire la précision. C'est faisable, mais quel est le résultat au niveau de la précision? Voilà comment ils ont pu faire. Donc, c'est le système en cours d'utilisation. C'est possible, laborieux, mais ça existe d'avoir un niveau. Il y a un gars qui tient la corde en B, l'autre il la tient en A, il faut que la corde soit bien horizontale. J'ai un repère d'1 mètre à la corde du haut et en bas je mesure 2 mètres, donc j'ai un dénivelé d'1 mètre et sur la longueur j'ai fait tant. Mais il me faut un niveau. Je vais mesurer tous les 5 à 10 mètres par exemple. Dans le niveau, est-ce qu'ils avaient des niveaux? À quoi? Des niveaux à eau? À bulle d'air? À bille sur un fond concave? Je fais un creux, je mets une bille et puis il faut qu'elle soit au milieu? Ou quelque chose d'équivalent? Nous n'en savons rien. Pourquoi ont-ils tracé, ou pourquoi ont-ils choisi de tracer des cercles sur des zones à surface et niveau irréguliers? Ça aurait été plus simple de tracer des cercles sur des surfaces planes. Mais ils avaient leur raison.
Nous venons de trouver 3 ensembles de cercles concentriques avec le même diamètre. Ce n'est évidemment pas le hasard. Ils ont été réalisés par les mêmes personnes à des fins que nous ne comprenons pas. Ces gens avaient de la suite dans les idées. Ils avaient une raison. Tiens, au fait, suite et raison me fait penser aux mathématiques. Alors, comme je n'ai pas de réponse pour les diamètres de ces cercles, je vais vous rappeler une énigme de mathématiques à laquelle ces chiffres me font penser. Suite et raison. Alors voilà, là vous allez me dire, Georges est devenu fou. Je vous ai parlé de ce diamètre dans les proportions de 2 et des puissances de 2. Et donc 1, 2, 4. Et si je vais plus loin, puisque j'ai parlé de suite, je fais la somme de toutes les puissances de 2 jusqu'à l'infini. J'ai bien dit jusqu'à l'infini. Et que nous disent les mathématiciens? Que la somme de 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64, ainsi de suite jusqu'à l'infini, c'est moins 1. Ah tiens, la somme des nombres positifs à l'infini est un nombre négatif. Pour ceux qui veulent vérifier, vous prenez ce qui est écrit ici, vous regardez, c'est mathématique, ça se démontre en 6 lignes, en 8 lignes. Cela semble impossible, ou tout au moins contraire à notre réalité du temps fini. Et c'est contraire à la définition d'une somme, le nombre positif. Nous sommes d'accord. Mais là où ça pêche, c'est qu'on a fait entrer l'infini dans notre calcul. Et l'infini, est-ce que le calcul est vrai ou faux? Le problème, c'est que l'infini, on ne sait pas ce que c'est. Déjà, qui peut dire ce que c'est l'infini? Voilà, je voulais vous rappeler, vous parler de cette énigme mathématique à laquelle m'a fait penser ces cercles-là. Je ne dis pas que c'est lié, mais qui sait? En conclusion, avec ces mandalas et étoiles découvertes récemment, le mystère de Nazca s'épaissit. Pour les mandalas, une première approche révèle qu'ils ont pu être des gnomons ou cadrans solaires permettant de prévoir les solstices, équinoxes et peut-être d'autres conjonctions astrales, Lune, Vénus, étoiles. Le sujet n'a pas été étudié, en tout cas n'a pas été approfondi. Pour les étoiles, elles semblent plus récentes que les géoglyphes de dessins géométriques à base de trapèzes, rectangles et lignes accompagnés de figures diverses. Victor Alexiev pense que c'est la culture Wari qui officiellement a succédé à la culture Nazca qui les a tracés. Ils auraient ainsi continué une certaine tradition de réalisation de glyphes sur les plateaux de Nazca. On peut alors faire l'hypothèse qu'il s'agit des ancêtres des Tokapus, ces fameux motifs géométriques pré-inca, peut-être d'origine Wari. Certains pensent qu'il s'agit d'une écriture géométrique pré-inca ou de blasons identifiant des familles ou des clans. Vous conviendrez que sur la photo que j'ai mise, de tissu Wari, on a certains éléments qui peuvent nous rappeler ces motifs en étoile. Ici, c'est encore le plus évident, puisque sur ce tapis, ou ces tissus, ou ces vêtements, on retrouve ces étoiles à 8 branches. Alors, on est presque arrivé au bout. On pourrait encore en dire beaucoup, mais ce sera pour la prochaine fois. Je ne voulais pas vous quitter sans vous présenter quelques géoglyphes mystérieux que j'ai découverts récemment. Ici, voilà un truc bizarre. Il m'a fallu travailler la photo pour arriver à voir ce qu'il y avait. On dirait une araignée. On dirait une araignée. Mais alors là, beaucoup moins précise, dont beaucoup plus ancienne que l'araignée de Nazca. Ce n'est pas les mêmes qui ont fait ça. Ici,
Pas de commentaires. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu le temps d'étudier encore, mais une tête avec des serpents. Vous ne trouverez pas ça sur Internet, sauf à chercher comme moi pendant des heures. Ça, c'est encore plus mystérieux. Il faut travailler la photo pour arriver à faire ressortir le dessin. Qu'est-ce que j'arrive à voir? Une espèce de visage, des yeux, les yeux ils y sont, la bouche aussi, et dessus, regardez bien dessus, le chapeau, on va dire le chapeau, mais ce chapeau, si on regarde bien, il ressemble à ce que je vous ai montré dans la conférence sur Paracas, où il y avait des diadèmes dans les fardos des défunts. J'en ai mis un en bas là. Et à l'époque, je vous avais dit, ça me fait penser aux soucoupes volantes. Nous arrivons à la fin de ma conférence. Il reste beaucoup à lire sur Nazca et Palpa. Mes recherches vont continuer. Mais avant de passer aux questions-réponses, je voulais vous présenter une dernière image surprenante, de taille 50 mètres. Très difficile à trouver sur Internet. Très difficile à voir sur Google. Je voulais implanter. Vous pouvez que c'est. Vous voyez, ce que vous voyez ici, là, c'est ça, là, hein, c'est la même ligne, là. Ce que vous voyez ici, c'est la même ligne que là. Mais si j'enlève la photo, vous ne voyez rien. Cette image, très détaillée, est supérieure par sa définition et ses proportions aux dessins similaires sur le textile ou céramique de Nazca. Effectivement, sur le textile et sur la céramique, ce genre d'être existe. Cette image, ce dessin, cette figure, est située au milieu de plateau de Nazca, l'un de tout, près de nulle part. Cette image est unique et seulement visible dans sa complexité du ciel. On y voit des queues, des serpents, des têtes coupées, que l'être humanoïde tient dans ses mains. Vu sa grande taille, et si elle a été réalisée à la main, on devrait avoir des défauts. Ce n'est pas le cas, alors qu'on en trouve sur les dessins des plus petites surfaces, des textiles et des céramiques. Était-ce le dieu con, avec un grand K, aux grands yeux? Cette image s'adressait à lui? Seule certitude, ceux qui ont fait ça devaient avoir des moyens et des techniques que nous ne connaissons pas. Merci de votre attention et de votre patience. Si vous reste du temps, je suis disponible pour d'éventuelles questions.